Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour cette avant-dernière séance du cycle De Palma, consacré à De Palma. Alors j'ai le plaisir de vous présenter ce soir Body Double. Pour certains en fait, qui ont assisté aux autres séances du cycle, je vais me répéter un petit peu avant sur De Palma, peut-être quand même pour encore rabâcher peut-être une énième fois un petit peu qui est le cinéaste. Parce que là, on arrive quand même, à mon sens, peut-être à un de ses plus grands films. Alors, en général, on a coutume de dire plutôt que c'est Blowout, son chef-d'œuvre. Voilà. Maintenant, pour moi, Body Double, c'est quand même peut-être le sommet de sa carrière. Donc, en quelques mots, De Palma, qui est De Palma, il faut le resituer, c'est quand même ce cinéaste qui est quand même identifié comme étant une des figures de proue donc, du Nouvel Hollywood, cette période qui va de 68 à peu près avec Easy Rider jusqu'à La Porte du Paradis en 81, qui est période du cinéma hollywoodien où le cinéma hollywoodien était en crise et en fait s'est renouvelé en laissant la main, si vous voulez, à de jeunes réalisateurs qui ont essayé de faire du cinéma un peu autrement, d'aborder des thèmes plus adultes, de renouveler un petit peu l'esthétique, si vous voulez, de l'imagerie hollywoodienne et avec beaucoup d'influence du cinéma européen et un petit peu comme une nouvelle vague américaine, si vous voulez. Dans ce cadre-là, en fait, il y a eu beaucoup de réévaluation de toutes les mythologies en fait qui étaient fabriquées autour de l'histoire des États-Unis et singulièrement à l'intérieur du cinéma hollywoodien, bien sûr. J'aime toujours donner comme exemple Little Big Man, qui est donc ce western réalisé par Arthur Penn en 69, je crois, 70, qui typiquement est un western qu'on appelle révisionniste, parce qu'il réexamine un petit peu quel était finalement la place et le rôle des Indiens, des pionniers, etc., dans la manière dont s'est construite l'Amérique, et qui renverse un petit peu les discours. Bon, donc c'est une période qui est intéressante à plein de points de vue. Juste dire qu'il y a ce côté un peu politique, contestataire, qui serait peut-être plutôt la première partie à la fin des années 60 et qui est dans la mouvance de la contre-culture. Mais il y a aussi en fait cette partie qui est aujourd'hui plus peut-être populaire, qui est incarnée par des cinéastes comme Coppola, Scorsese, Lucas et Spielberg, et donc De Palma également, qui sont un peu ce qu'on appelle le clan des barbus, quoi, et qui faisaient pas tous le même type de cinéma, notamment Lucas et Spielberg, mais c'était plus des cinéphiles, voilà, des gens qui essayaient de faire de travailler dans le genre, dans des genres en fait identifiés, et de faire le meilleur film de science-fiction, le meilleur film d'horreur, le meilleur film etc. Mais donc dans une continuité historique. Et ce que je voulais dire, c'est que De Palma, ce qui est singulier, je pense qu'il est important de rappeler encore une fois au début de cette séance, c'est qu'il a d'abord été un cinéaste quand même contestataire, avec une carrière d'abord dans les années 60, en tant que cinéaste new-yorkais, indépendant, dans la mouvance hippie, pris vraiment dans les problématiques de la contre-culture, avec une tendance à travailler plutôt comme un artiste contestataire, anti-système. Et donc on l'a vu dans la première séance avec High Mom. Il a fait 2 films assez importants dans cette période, donc High Mom précédé par Greetings. Et je dis ça parce que cette dimension politique, en fait, de contestataire, rebelle, appelez ça comme vous voulez, de Palma, elle peut sembler en fait disparaître quand il se met à faire un cinéma post-Hitchcockien, mais je pense que c'est souvent assez faux, parce que la dimension politique est souvent dissimulée derrière le spectacle, quoi. Et je pense que aussi bien on en a parlé dans Scarface, je pense qu'on en reparlera dans Body Double, quoi. Donc ça, c'était un aspect important. Et puis redire, parce que là on est un petit peu, si vous voulez, De Palma a trouvé sa voie
esthétique en prolongeant le cinéma d'Hitchcock à partir de 73 avec Sort de sang, et puis il a travaillé comme ça sur la question de la reprise des thématiques hitchcockiennes, de la grammaire cinématographique, etc. Et donc il a fait un nombre de films en fait qui sont clairement identifiés comme rattachés à l'univers hitchcockien. On a vu ensemble Obsession, Pulsion, et c'est devenu un petit peu une seconde nature, quelque chose qui lui a collé à la peau en fait, et qui l'a beaucoup desservi aussi. On l'a beaucoup critiqué comme étant une espèce de Hitchcock. Mais Body Double, en fait, c'est un petit peu le paroxysme de tout ça, et c'est un petit peu pour lui, comme il l'a réalisé un petit peu comme si c'était un adieu à Hitchcock, enfin comme si ça allait être le dernier film en relation avec toute cette obsession hitchcockienne, même si sa carrière va se poursuivre très longtemps après, et il reviendra à Hitchcock, mais là on est vraiment au paroxysme à mon avis, quoi. Et donc il faut vous dire que ce film est construit de la même manière qu'Obsession. Il est construit comme une reprise intégrale de Vertigo de Hitchcock. Alors bon, j'espère que vous l'avez tous en tête. C'est pas grave si on n'a pas la référence, mais c'est vrai que ça peut aider à comprendre la démarche du cinéaste. Et donc je redis que Vertigo, je vous dis, De Palma n'était pas un cinéphile, lui, dans sa jeunesse, contrairement à Scorsese ou Coppola. Il était plutôt scientifique. Et puis donc il a découvert le cinéma plutôt à la fac, donc assez tardivement. Et par contre, il a eu ce choc en voyant Vertigo. Il raconte en 58 un choc, esthétique. Enfin, ça a provoqué en fait quelque chose de très fort chez lui. Et il n'a cessé que de vouloir essayer de retrouver en fait par la reprise, de retrouver la beauté et l'émotion initiale en fait qu'il avait ressentie. Sachant que cette démarche en fait est la question qui est au centre déjà de Vertigo, etc. Enfin, j'avais déjà un peu développé tout ça, donc je ne vais pas revenir à fond dessus, mais ça me paraît important de le rappeler, et aussi de dire qu'effectivement il y a cet épisode biographique de son adolescence que je rappelle parce que là dans Body Double ça va avoir de l'importance. Un épisode qu'il a mis en scène dans Home Movies, qui est un film qu'il a fait en 78-79. Alors, ce qui s'est passé, c'est que son père était chirurgien orthopédiste, et il racontait souvent ça en disant qu'il avait assisté des opérations, que donc il était habitué à la vue du sang. C'est une manière de justifier tous ces excès. Bon. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que sa mère soupçonnait que son père le trompait avec des infirmières, etc. Et donc elle a demandé à son fils finalement de prendre son père en filature, de l'espionner pour rapporter les preuves de l'adultère, en prenant des photos, pour pouvoir divorcer. Et De Palma s'est exécuté, tant et si bien qu'il a rapporté effectivement les preuves, y compris, je crois, qu'il l'a filmé en fait. Et donc il raconte qu'il a été responsable de l'éclatement de la cellule familiale. Et ce qui est tout à fait étonnant avec cette histoire, c'est qu'elle éclaire en fait beaucoup d'obsessions du cinéaste. On voit bien que dans cette histoire, il y a des thématiques évidentes comme le voyeurisme, un rapport à la sexualité quand même assez compliqué, une question aussi de manipulation, en l'occurrence par sa mère. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'on comprend en fait aussi un certain nombre de ses obsessions. Et ce qui est tout à fait frappant aussi, c'est de se dire que finalement son premier geste de cinéaste, ça a été ça en fait, ça a été ce sorte de geste voyeuriste initial qui a été destructeur, quoi, si vous voulez. Donc voilà, je pense que c'était important de le rappeler. Bon, maintenant pour arriver quand même plus directement à Body Double, d'une certaine manière, en fait, je trouve que, alors on le rattache évidemment à Hitchcock, mais je crois qu'il forme une sorte de diptyque avec Scarface, comme un film en fait qui représente une sorte d'essence de ce que c'était, en tout cas à travers les yeux de Palma, de ce que c'était que l'Amérique des années 80. Et en ça, en fait, on va retrouver aussi beaucoup de choses qui touchent à la violence, à la vulgarité, y compris la vulgarité des images, la trivialité, qui sont tout à fait frappantes. Il faut bien avoir en tête que les années 80 aux États-Unis, c'est la période du président Reagan, et que, comme
peut-être vous le savez, en fait, c'est une période en fait de retour du conservatisme, justement, comme si en fait les Américains avaient envie d'oublier en fait si vous voulez le cauchemar des années 60-70. Au sens où il y a eu la guerre du Vietnam, il y a eu beaucoup de troubles sociaux, la contre-culture a apporté beaucoup de choses positives aux yeux de certains, mais aux yeux d'une majorité silencieuse, comme disait Nixon, c'était quand même plutôt embêtant. Donc le Vietnam, il y a eu les chocs pétroliers, etc. Enfin, beaucoup de choses. Voilà, il y a ce sentiment dans les années 80, cette envie de réactiver l'Amérique glorieuse, prospère, innocente des années 50. Il y a beaucoup de films dans les années 80 qui prennent comme référence les années 50. C'est assez intéressant. Et, bon, je ne vais pas pousser plus loin l'analyse, mais c'est intéressant d'avoir quand même en tête ce contexte, et notamment aussi l'apparition de nouveaux types d'images ou d'imagerie, notamment le clip, la publicité aussi, qui devient en fait un genre dans lequel vont se former les nouveaux cinéastes. Je sais pas, vous prenez par exemple David Fincher, c'est quelqu'un qui s'est formé sur le clip et la pub, quoi. Il y a toute une génération de cinéastes qui sont formés là-dessus, contrairement aux précédents. Et puis il y a aussi ce rapport au corps qui change, ça on en reparlera, et ça s'appelle pas Body Double pour rien, mais le corps dans les années 80 c'est quand même quelque chose. Il y a quand même, en tout cas dans le cinéma américain, il y a dans le film d'action par exemple, vous avez quand même une espèce de construction d'un corps en fait complètement délirant au niveau musculaire, quand on prend en fait des personnages comme ceux de Stallone ou de Schwarzenegger, une espèce de corps bodybuildé, superlatif, quelque chose qui fonctionne uniquement sur la force, sur la performance, et donc la question du corps, je trouvais vraiment très intéressante, parce que c'est pas le même corps que dans les années 60 ou 70, quoi, mais de manière, on pourrait en parler en fait d'une façon quasiment anthropologique, quoi. Et puis par exemple, je pensais aussi au fameux, c'est les cours d'aérobic, je crois, de Jane Fonda. Ce qui est assez incroyable, parce que Jane Fonda, c'était quand même une militante politique anti-Vietnam, anti-guerre du Vietnam, etc. Et qui s'est mis à faire quand même du fric avec des vidéos d'aérobic pour avoir un corps parfait, quoi. Et alors justement, désolé, je suis un peu long pour introduire le film, mais ça me paraît important. Mais il y a je voulais vous lire un extrait du début alors c'est une dizaine de lignes, ça va être rapide. C'est un bouquin qui a été écrit par Susan Dworkin qui raconte le tournage de Body Double, qui s'appelle Double de Palma, et elle décrit en fait, si vous voulez, à quoi ressemblait en fait à ses yeux et à ceux de Palma sans doute, à quoi ressemblait Los Angeles donc en 84. Et donc là, je vais vous lire ça. Elle dit donc en mars 1984. On pouvait littéralement voir les pensées impures peser sur Los Angeles. Le vaste horizon brumeux était entrecoupé de panneaux d'affichage de taille Panavision, étalant des photos de gens nus ou presque, tous plus parfaits les uns que les autres. Ils vous invitaient à venir passer le week-end. Ils évoquaient les derniers films à l'affiche. C'est la faute à Rio, Popotin à l'appui. Rachel Ward, le chemisier en pleine débâcle et la jupe retroussée, se faisait enlacer par un Jeff Bridges, bouche ouverte et tout biceps dehors. Même l'annonce des prochains Jeux Olympiques était sexy. Le corps magnifique de Carl Lewis bondissait hors des affiches bordant la route de l'aéroport. De la sueur ruisselait entre les seins de la fille en juste au corps d'aérobic rose qui vantait les mérites de soda sans calories au-dessus du boulevard de la Ciénaga. L'exhibition des corps dans l'espace public imposait ses standards sur les corps de la rue, où des masses sans précédent de gens quelconques semblaient se faire consumer par la culture de la perfection charnelle. Régnait comme une impression de perpétuel coït, la chair outrée du dessus faisant pression sur la chair réelle tout en bas. Ceux qui ne jouaient pas le jeu se reconnaissaient immédiatement entre eux. En face de chez Cathy Gallagher et de chez Joe Allen, deux restaurants animés, fréquentés par le gratin, se dressait une salle de sport pour hommes à la façade transparente. On pouvait donc, en attendant une table, se repaître du spectacle d'hommes superbes en train de transpirer et de se remuer. Voilà. Je trouve ça intéressant parce que ça
ça met quand même un peu dans l'ambiance. Alors évidemment, Los Angeles, c'était pas que ça, l'Amérique, c'était pas que ça, mais c'est cet aspect, je pense, qui est important pour comprendre d'une certaine manière la démarche du film. De Palma avait juste écrit le scénario au départ, il ne devait pas le réaliser, mais comme dans ce film, il y a un moment donné, il y a une plongée quelque part dans l'univers de l'industrie pornographique. Le studio Columbia a un peu pris peur de donner la réalisation d'un scénario aussi sulfureux à un jeune réalisateur sans expérience. Donc ils ont demandé à De Palma s'il voulait quand même bien le réaliser. Et heureusement pour nous, il était d'accord. Et De Palma était quand même, je vous disais, en pleine possession de ses moyens et toujours, avec pas mal d'ironie, un esprit provocateur. Il disait dans une interview, Body Double sera le film le plus érotique, surprenant et palpitant dont je serai capable. Les médias vont partir en vrille, je vais faire tous les trucs pour lesquels ils m'ont critiqué. Donc en fait, ça peut faire sourire. Et puis bon, aujourd'hui, de toute façon, on en a vu d'autres, j'ai envie de dire, avec Internet, tout ça. Mais ça reste un film quand même qui ose des trucs assez incroyables. C'est pour vous mettre un petit peu vous préparer à ce que vous allez voir, et qui est un film absolument stupéfiant, je crois. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous resterez donc après la séance pour en parler. Voilà, merci et bon film. Bon, alors c'est plus facile d'intervenir, je trouve, après ce film-là qu'après les autres, parce que la fin est justement, je la trouve plus ironique, plus mordante, si j'ose dire. Enfin, il y a de l'humour. Enfin, on peut, voilà, tout le monde peut, sans mauvais jeu de mots, se relaxer. Et donc, bon, et je pense que tout le monde a vu plein de choses en fait, parce que je pense que c'est un film qui s'auto-commente un peu à mesure qui se déroule sur la question de la doublure. Je pense que tout le monde a compris cette espèce de figure de style qui consiste à tout dédoubler en permanence, et qu'on retrouve au fur et à mesure du film, donc à partir du titre. Effectivement, le film s'appelle Body Double, mais qu'il est généralement tourné sur la question de la doublure de tout. Et en l'occurrence, moi, ce que j'aimerais aborder, c'est la question des décors, et c'est hyper intéressant. Donc, je vous disais au début, effectivement, on est dans les studios, donc il y a les fonds de décors fabriqués, etc., qui nous font croire pendant une microseconde qu'on a un coucher de soleil ou un désert, etc. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, le film lui-même a beaucoup joué avec la doublure, en fait, notamment des bâtiments ou des lieux qui étaient réels et qui ont été reconstitués en partie en studio. Ce qu'on perçoit, je pense, parfois pas, dans les séquences. Et il y a, par exemple, si on prend cette espèce d'incroyable maison en forme de soucoupe volante qui s'appelle donc la Chémosphère, parce que j'ai fait quelques petites recherches. Donc, en fait, elle s'appelait la résidence Malines, en fait, du nom du premier propriétaire. Et donc c'est une vraie maison construite à Los Angeles en 1960. Alors elle a cette espèce de vision panoramique incroyable sur Los Angeles. Mais en fait, je pense que les seuls plans à peu près pris de cette maison en réel, ça doit être les plans d'ensemble en contre-plongée. Mais même certains plans pris de l'extérieur, de loin, où on voit Jake à l'intérieur, je pense que c'est une incrustation en fait, c'est-à-dire qu'ils ont filmé en studio. Ça se voit peut-être un peu la découpe, je sais pas, ça dépend de votre sensibilité, mais aux effets spéciaux. Mais à mon avis, il a tourné en fait en décor intérieur le jeu des acteurs, et il l'a incrusté dans les plans d'ensemble. Et puis après, on a des plans où la caméra en fait est très très proche de la baie vitrée. Il passe à l'intérieur, etc. Et là, on est clairement en studio avec une vue incroyable sur Los Angeles, mais qui est évidemment en fait un fond peint en fait, et que je trouve très très beau d'ailleurs, très réussi. Mais ce que je veux dire, c'est que plus que dans tout autre film où c'est une technique très connue, ça quand même de filmer, je sais pas, une maison n'importe où et puis ensuite de reconstituer en studio à l'intérieur, et dans la séquence on passe d'un plan à l'autre, etc. Et moi je trouve que De Palma dans ce film-là, il a réussi en fait à faire une sorte d'intrication
un peu entre les deux, en fait, ce qui fait si on essaie d'avoir l'œil, finalement, on est quand même un peu perdu, quoi, d'une certaine manière, il me semble. Il y a un petit peu de ça avec la maison de Gloria Revel, qui devrait être en face, mais évidemment qui n'est pas du tout là, hein, dans Los Angeles. La chémosphère ne donne pas du tout sur la maison de Gloria, mais c'est pareil, il y a une partie qui a été reconstruite en studio, etc. Donc c'est une démarche en fait qui est inscrite en fait, dans la fabrication même du film, et je trouve ça hyper intéressant. Mais de toute façon, on pourrait, je pense, décortiquer un peu à l'infini en fait dans le film toutes ces modalités du double, et on y passerait la nuit, j'imagine. Il y a un autre lieu que je trouve hyper intéressant, c'est le centre commercial qui s'appelait le Rodeo Collection, centre commercial de luxe quand il suit Gloria, et donc voilà, le fameux centre où elle va acheter sa petite culotte, ce qui nous donne quand même des moments incroyables, quoi, de voyeurisme minable en fait, et en même temps super drôle, parce que bon, il manque de se faire choper, et enfin à la fois ça nous fait rire, et en même temps on tremble un petit peu pour lui quand même, parce que ça serait quand même un peu la honte, quoi. Mais et d'ailleurs, De Palma avait appelé ça cette méthode en fait de nous faire passer par des rires et des frissons, en gros, quoi. Il appelait ça le grand tango, en fait. Il disait, c'est assez marrant, parce que il s'est dit, on a une scène de filature, finalement, c'est assez monotone et ennuyeux. Et il s'est dit, si je passe par ces moments, voilà, ou si j'alterne effectivement des moments d'humour, et puis des moments en fait où vraiment il y a de la tension, je vais maintenir justement l'attention du spectateur. Et puis bon, évidemment il y a le passage de la petite culotte récupérée dans la poubelle, qui est quand même le truc vraiment. De toute façon, dans ce film, tout est too much. Enfin, c'est un petit peu comme si De Palma avait mis tous les potentiomètres à fond, d'une certaine manière. Et moi, je trouve cette scène vraiment irrésistible, quoi. Quand il la met dans sa poche, c'est un truc. Il arrive pas d'un coup. C'est vraiment drôle, et en même temps, c'est un pathétique complet, quoi. Évidemment. Mais ce qui est intéressant dans cette partie-là, aussi au niveau du tournage, c'est que vous voyez bien, c'est un centre commercial donc qui a une espèce qui est en carré, quoi, avec une immense cour intérieure. Et en fait, pour tourner ça, De Palma, il s'est quand même donné des moyens assez considérables pour le film. C'était pas un Terminator ou Star Wars, mais il avait quand même des moyens assez importants. Enfin, il s'est donné les moyens de faire ce qu'il voulait. Et donc, au-dessus de cette cour intérieure en fait, du Rodeo Collection, il a fait tendre avec son chef opérateur un immense voile, uniquement dans le but de tamiser la lumière, en fait. Et je trouve ça assez incroyable de se donner ce luxe, en fait, d'étendre un voile comme ça, uniquement dans le but d'avoir une lumière en fait complètement étale, c'est-à-dire extrêmement douce, et d'atténuer toutes les ombres. Si vous faites un peu attention, au début du film, il y a pas mal de lumière directe, un peu dure. Quand Jake en fait rencontre tous ces petits problèmes, on y reviendra, mais à ce moment-là en fait il entre en fait dans la fantasmagorie, dans le fantasme, etc., un petit peu comme Jack, hein, sur son quasi homonyme dans Blowout. Mais il entre dans un monde en fait d'images, ça on le détaillera. Et effectivement, là, on entre dans un monde qui est quasiment publicitaire, et donc sans aspérité, en fait. Donc il y a vraiment cette idée-là que l'image doit devenir, publicitaire, complètement lisse. Enfin, cette Gloria, elle est quand même incroyable. On dirait vraiment qu'elle sort d'un magazine papier glacé, quoi. Et d'ailleurs, l'actrice était Miss USA, en fait. Donc je pense qu'il n'y a pas elle n'a pas été castée au hasard, quoi. J'en profite d'ailleurs pour glisser, parce que je vais oublier, que Melanie Griffiths, il ne faut pas oublier que c'est la fille de Tippi Hedren. Voilà, des fois on oublie, et donc Tippi Hedren, la dernière blonde Hitchcockienne, des oiseaux et Marnie. Donc oui, donc il y a ce centre commercial qui est hyper intéressant pour ça. Après, il y a alors la fameuse séquence du Beach Terrace Motel, qui est un truc assez incroyable quand même. Moi, je n'avais jamais vu ça. Un motel avec des appartements
en escalier comme ça, avec des terrasses qui donnent les unes sur les autres. C'est assez amusant parce que ça donne évidemment la possibilité de s'espionner en cascade, comme ça. Une espèce de voyeurisme en cascade qui est une sorte de variante de fenêtre sur cour, mais voilà, en escalier au lieu d'être en cour. Je trouve ça un lieu assez étonnant. Et évidemment, c'est surtout ensuite la plage qui est intéressante parce que de toute façon, tout devient fabrication à partir de là. Et vous avez remarqué sans doute que les cabines de plage sont complètement... ça fait complètement artificiel. Je veux dire, elles sont vraiment disposées au millimètre près pour composer. En fait, comment dire, elles sont complètement neuves. Elles sont disposées en prévision de l'arrivée de l'Indien, etc. De toute façon, comme beaucoup de choses dans le film, tout est disposé comme si ça sortait un peu de la tête de Jake Scully. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est au-delà de l'irruption de l'Indien qui commence à être du grand n'importe quoi, en fait, si on veut. Enfin, ça commence à délirer quand même sec. C'est l'arrivée devant le fameux tunnel, en fait, où il poursuit l'Indien, avec cette fresque immense, en fait, qui réplique le côté un peu paradisiaque de la plage, du ciel bleu, etc. Donc là, encore du double au passage. Et puis, évidemment, je ne vais pas vous faire un dessin pour le coup, mais le symbolisme sexuel de Jack qui n'arrive pas à entrer dans le tunnel, pénétrer jusqu'au bout, n'est-ce pas, et qui donc se retrouve coincé, qui doit, qui est en situation d'impuissance en fait. Voilà. Bon, donc là-dessus, en fait, on reprend toute la problématique qui était développée dans Vertigo. Hein, voilà, en fait, la dimension sexuelle, de toute façon, elle est évidente, et elle est d'autant plus qu'on arrive carrément ensuite dans l'univers du porno pour être au-delà de l'explicite, quoi. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, quand on parle justement de délire ou on a cette impression de quitter le réel. Moi, je trouve extraordinaire ce moment où ils ressortent du tunnel et où ils s'embrassent. C'est un truc mais totalement improbable. Enfin, c'est tellement too much. D'ailleurs, apparemment, les spectateurs rigolaient dans la salle. Ça a énervé un peu De Palma parce qu'il s'était dit qu'il était allé un peu trop loin. Moi, je trouve qu'au contraire, il a fait exactement ce qu'il fallait, parce que cette espèce de travelling à 360 qui reprend évidemment le travelling circulaire de Vertigo, et qu'il a beaucoup utilisé, lui, dans ses précédents films, est vraiment génial parce qu'il joue à fond la carte de l'artificialité. Enfin, on ne peut pas ne pas voir que le fond est une rétroprojection qui n'arrête pas de se décoller, de changer de distance. Je trouve ça vraiment fabuleux, et qu'en même temps, on est dans ces deux personnages en fait qui s'enlacent. Alors, à la fois, il y a ce côté romantique. On peut être du côté de Jake. Finalement, et un petit peu adhérer à son espèce de fantasme où il tombe amoureux de cette image de papier glacé. Et en même temps, il y a quand même la dimension, moi, ce que je me disais en le revoyant, cette femme, il y a une espèce de sous-intrigue qui est suggérée, dans le sens où elle passe un coup de fil à son amant, probablement, pour lui dire oui, il faut que tu viennes me chercher, etc. Tu m'aimes pas, je sais pas quoi. Et en fait, on a l'impression qu'elle sort vraiment d'un soap opéra des années 80. On a l'impression de voir Dynasty, Les Feux de l'amour. Enfin, elle a vraiment la tête. Et je trouve que la fin, c'est ça aussi, quand ils s'embrassent, quoi. Il y a un truc où c'est du pur cliché, quoi, mais qui est, comme toujours chez De Palma, en fait, doublé d'un sentiment véritable, parce que justement, c'est cet acteur qui est pour moi un des meilleurs personnages de Palma, parce que c'est le plus bonnet d'entre tous. Enfin, il part vraiment de très bas et il se prend tout dans la figure. Ouais, voilà. Et j'adore en fait le début. Quand il fait ça, il n'arrive pas. Bon, on reviendra dessus après sur lui, mais j'adore le début quand il sort du studio. Je sais pas si vous avez fait attention, il va acheter un hot dog, et déjà bon, la forme du stand comme hyper suggestive, mais quand on arrive en travelling, et il y a un couple avec le jeune homme qui est en train d'enfourner délicatement en fait un hot dog dans la bouche de sa copine,
Et on arrive sur le stand, et lui il achète son truc et il y a marqué Tail of the Pup au-dessus, donc c'est la petite queue du chien, enfin ces trucs. Mais c'est déjà en fait d'une ironie. Enfin, moi je trouve ça très très drôle, mais on le remarque pas forcément tout de suite parce qu'on est pris dans une narration qui fait qu'on ne peut pas avoir forcément la tête partout, quoi. Mais enfin bon, ça c'était un détail, mais on reviendra sur le trajet du personnage en lui-même. Maintenant, oui, alors je pense que je voudrais m'attarder en fait sur le gros morceau du film, quoi, parce que c'est un peu quand même le moment de vérité, quoi, cette séance sur De Palma, au sens où, comment dire, vous vous souvenez que dans Pulsion, il y avait quand même ce problème qu'on avait soulevé et qui était tous les reproches que lui avaient fait les ligues de défense féministes, qui était que quand même il semblait prendre un plaisir un peu douteux à torturer le corps des femmes, à le mettre en scène dans des violences assez ignobles. Et donc là, il s'est toujours défendu en disant oui, mais c'est toujours plus intéressant de montrer une femme en détresse qu'un homme, parce que voilà, c'est un genre littéraire très, très connu. Il donne je ne sais plus quelle référence d'un genre littéraire du Moyen-Âge. Bon, je pense que c'est pas. Il dit ça pour se couvrir, mais je pense que là, on n'y est pas tout à fait, quoi. Et donc, on arrive avec ce film Body Double, avec un meurtre à la perceuse, qui est quand même, voilà, là. Quand je dis qu'on arrive au moment de vérité, c'est que on peut pas en mettre ça de côté et dire que bon, il en a un peu trop fait, faut l'excuser. Mais non, il faut vraiment, je pense, qu'il faut vraiment s'arrêter sur cette séquence, même si c'est peut-être douloureux, je sais pas. Mais, alors déjà, il faut quand même remettre dans le contexte quand même puisqu'on voit des mauvais films d'horreur de série Z à l'époque, il y avait quand même tous ces slashers, Vendredi 13 et tout, qui essayaient en fait quand même de diversifier les armes en fait qui servaient à tuer les adolescents, etc. Donc on avait toute une panoplie, quoi, des faux, des ci, des faux, des machins. Alors tronçonneuse, ça avait été fait avant, mais oui, enfin en tout cas voilà. Donc là, en gros, dans cette veine-là, je pense que De Palma sort vainqueur ou la main avec cette trouvaille quand même voilà. Alors lui, il se défendait en disant non, mais en fait, c'est parce que j'ai pris ça parce que déjà c'est un perceur de coffre, donc il fallait qu'il ait une grosse perceuse. Et puis après, il fallait que dans le scénario, il fallait que Jake puisse voir la perceuse passer, traverser le plafond. Donc vous comprenez, en fait, la dalle fait 30 cm sur le sol, donc il faut que ça traverse avec. Enfin, il sortait son truc pour mesurer, quoi. Et bon, ok, c'est vrai, il y a des raisons pratiques. Mais évidemment que c'est pas, on peut pas analyser la séquence uniquement acétone. Il y a un précédent de tueur avec la perceuse, c'est Abel Ferrara, pour ceux qui connaissent. C'est son premier film en 78, je crois, qui s'appelle Driller Killer, justement. C'est l'histoire d'un peintre qui devient complètement dingue et qui tue des gens avec une perceuse, mais avec une mèche normale, quoi. Donc c'est peut-être moins intéressant, mais en tout cas, il a eu l'idée le premier, quoi. Et par contre, lui, il avait fait du porno avant. Bon, ça, c'est entre parenthèses. Mais donc là, non. Évidemment qu'il y a, il y a le moment aussi très très une invention que je trouve géniale pour le suspense, c'est le fait qu'elle fonctionne à l'électricité. Donc il y a le coup de la prise qui se débranche et qui remet une pièce dans la machine du suspense. C'est quand même assez génial. Mais non, il y a évidemment ce plan où Gloria est donc inconsciente sur le sol et De Palma prend le temps de filmer donc l'Indien l'entrejambe, de filmer donc la perceuse qui descend d'une manière complètement démonstrative, parce qu'il n'a pas besoin de faire ça, il pourrait y aller direct, mais il va doucement, bon, pas pourquoi, mais c'est évidemment pour donner, pour souligner, exagérer la dimension phallique de l'objet, et pour vraiment mettre en scène, pour le coup, on peut pas, on est obligé, de regarder ça comme la mise en scène en fait d'une masculinité destructrice, mais sur un mode complètement superlatif, délirant. C'est-à-dire que ça va au-delà de tout, mais c'est vrai que c'est quand il disait qu'il allait rendre ses critiques dingues,
c'est un truc à faire exploser la tête des féministes, quoi. Il y a un côté, on dirait qu'il le fait exprès, et c'est possible. Mais il n'empêche que c'est quand même là, quoi. C'est-à-dire qu'il met quand même ça en scène, c'est-à-dire quelque chose de franchement ignoble, et qui est voilà, une représentation graphique en fait, de la destruction en fait, du corps d'une femme par comment dire, oui, d'une manière symbolique certes, mais sexualisée de toute façon. Donc destruction par la sexualité, ou quelque chose d'hyper violent. Maintenant, je pense qu'on est obligé d'en faire le constat. Sur la question de savoir est-ce que c'est une complaisance de De Palma, à mon avis, je ne pense pas, parce que en fait, on est tellement dans la surenchère, en fait, que, à mon avis, c'est forcément en fait de la caricature. Enfin, c'est forcément comment dire, de l'exagération, et ça va pour moi, comment dire, dans l'ordre d'idées qui est celui comment dire, des fantasmes en fait que se fait Jack sur tout ce qui s'est passé en fait depuis le moment où il s'est mis à suivre Gloria en fait. Si on prend en considération que lui est plutôt en fait quelqu'un de chétif, de sexuellement plutôt impuissant, on va dire, pour caricaturer, même si c'est pas littéralement vrai sans doute, mais comment dire, quand il découvre sa copine chez lui, quand il rentre chez lui et qu'elle est en train de se taper un autre mec, enfin, le truc est, en fait, elle lève la tête, elle dit ouais. On a l'impression qu'elle va lui dire ouais, bah quoi, genre tu t'attendais à quoi. Enfin, moi comment? Non, il s'en va, il est même pas chez lui. Enfin voilà, c'est vraiment le truc, voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le personnage est dans une position où il ne peut que être, comment dire, extrêmement fragile en fait et impressionnable par justement des démonstrations de masculinité survirile, quoi. Et donc, pour moi, ça s'inscrit là-dedans, en fait. C'est que ce délire-là, c'est une sorte de terreur qui est sortie comment dire, du cerveau de Jake, quoi, d'une certaine manière. Bon, c'est mon interprétation. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que cette séquence, en fait, pour moi... ce qui est véritablement intéressant dedans, c'est pas ce moment-là, c'est plutôt ce qui suit en fait. C'est-à-dire le moment où on se retrouve à l'étage en dessous avec Jake, qui est donc assailli par le chien, donc maintenu au sol et donc maintenu en état d'impuissance, et où il voit effectivement le forêt, la mèche traverser le plafond. Et donc là, pour moi, De Palma a vraiment atteint, d'une certaine manière, quelque chose d'extrêmement fort dans son film. C'est comme s'il avait résumé en fait, esthétiquement en fait, s'il avait tout ramassé en fait dans deux plans, ce champ contre champ entre le regard de Jake et la perceuse en fait qui traverse comment dire, le plafond avec le sang, etc. On est obligé évidemment de voir dedans, encore une fois, un symbole sexuel, mais d'une obscénité quand même très très forte, puisqu'il y a quand même l'idée d'une défloraison. Enfin, c'est quand même assez extrême comme idée, quoi. Mais elle est là, on est obligé de la décrire. Là où c'est intéressant, c'est qu'elle est mise face à face avec Jake, et on a un raccord en fait de champ contre champ en gros plan, qui fait qu'en fait il se retrouve victime en fait lui de cette agression mécanique. Et c'est-à-dire qu'il est un petit peu dans la même position que comment dire qu'un voyeur qui serait collé, si vous voulez, à l'image en fait, ou à la personne qui l'observe. Il y a une espèce de dispositif où finalement il est entre ça et la position de la personne qui va regarder une image pornographique. Pour moi, c'est vraiment l'équivalent il est en train de préparer avec ce champ contre champ ce qu'on va voir après. C'est une image pornographique pour moi, la perceuse qui sort comme ça du plafond en gros plan. On a vraiment le côté comment dire, inhumain, mécanique, tout ce que vous voulez, et quelque part l'horreur qui est derrière en fait. Ça, on va en reparler, quoi. Mais je pense qu'il y a quelque chose de Palma, en fait, pour moi, a ramassé quelque chose de très fort, en fait, dans ce moment-là, mais qui est effectivement d'une très grande violence, quoi. Bon, mais c'est un peu, comment dire, on a presque l'impression que c'est Jake, en fait, qui se fait violer, quoi. Si je ramasse vraiment le truc de manière un peu extrême, quoi. Bon, après ça, chacun y verra un petit peu.
son interprétation, mais voilà, je pense que c'est vraiment un moment clé en fait du film, quoi. Et c'est pas juste une question de représentation graphique, comment dire, gore ou quoi. Enfin, le côté gore, finalement, il y a des gens qui étaient persuadés d'avoir vu la perceuse traverser le corps de Gloria. Évidemment, on le voit à aucun moment. Mais comme dans la scène de la douche de Psychose, voilà, la mise en scène est tellement bien faite que ça nous suggère en fait ça, quoi. Donc je parlais en fait de cette image qui est une sorte de signe avant-coureur ou de pré-image pornographique. Et donc évidemment après dans le film on va entrer dans la phase découverte du monde du porno, qui est quand même super gonflé à l'époque, hein, en 84, quand même, de faire ça dans un film grand public. Voilà. Donc le fait est que De Palma a beaucoup travaillé, s'est documenté en fait sur le monde du porno. Alors, pas seulement en regardant des cassettes, je pense, ce qu'il a dû faire évidemment, mais également en rencontrant les gens en fait de l'industrie. Il a rencontré des gens, et notamment une actrice en fait qui s'appelait Annette Haven, qui était une star à l'époque apparemment, très connue, et qui voulait faire jouer le rôle de Holly Body. En fait, il voulait que ce soit une vraie actrice porno qui le joue. Alors le problème qu'il a rencontré, c'est qu'il a fait des tests caméra avec elle, et il lui a fait jouer le moment où elle fait son espèce de numéro de danse lascive, etc. Et le truc, c'est qu'elle devait être sexy, comme Melanie Griffith réussit à l'être, mais il n'est pas du tout arrivé à obtenir ça d'Annette Haven. En fait, il y avait ce problème, c'est que pour lui, elle n'était pas, voilà, ça passait pas. C'était une actrice porno, mais qui n'arrivait pas à devenir entre guillemets une actrice normale, entre guillemets. Et ce que je trouve assez bouleversant, par contre, c'est qu'il raconte qu'il a essayé de faire de la direction d'acteur, d'essayer d'aller chercher la personne qui était derrière l'actrice porno, en fait, parce que c'est évidemment Annette Haven, en fait, c'était en plus un pseudonyme, etc. Alors là, par contre, j'avais une citation de lui, parce qu'il racontait que donc il avait essayé de faire remonter un petit peu, voilà, qui se cachait derrière cette actrice. Et il disait oui, voilà, il avait essayé d'atteindre l'être humain en fait derrière Annette Haven, et ce qu'il a entrevu l'a terrifié. Il disait: je ne pouvais pas le gérer, c'était bouleversant. J'effleurais un tel océan de chagrin, un tel maelstrom de colère. Une fois que vous avez commencé à voir, je n'ai pas pu le supporter. Vous n'avez pas envie de vous retrouver dans la position de l'exploiteur. Et moi, je trouve ça hyper intéressant en fait qu'il soit allé quand même jusque-là, parce que quand on voit le film, en fait, on le replace en 84, c'est super gonflé de faire un film qui parle du monde du porno, mais il faut quand même reconnaître qu'il le montre comme une industrie en fait plutôt bon enfant, c'est-à-dire que c'est assez marrant, quoi. Je veux dire, il y a le côté un peu comment dire, je trouve plus mes mots, enfin c'est pas grave, ça me reviendra, pittoresque, je sais pas, enfin voilà, mais par contre il n'y a pas vraiment la réalité derrière le tournage porno des films porno qu'on connaît aujourd'hui. En fait, on sait comment ça se passe, qu'en fait c'est quand même en général plutôt l'horreur, quoi. Je veux dire, je sais pas si vous avez lu des articles, mais qui étaient assez récents, et qui d'ailleurs concernaient même des sociétés de production réputées sérieuses, etc., comme je sais pas, Marc Dorcel, ce genre de choses. Et en fait, on s'aperçoit, il y a des enquêtes qui montrent que non, les femmes sont traitées de manière absolument ignoble. Enfin voilà, ça va pas du tout, quoi. C'est le cauchemar, quoi. Et là, effectivement, on a cette approche qui est un petit peu celle de... C'est comme Holly Body, c'est un peu le côté... Moi, elle me fait penser un peu à la figure de la prostituée au grand cœur, quoi. C'est genre... en fait, oui, c'est une prostituée, mais en fait... elle a choisi de faire ça, ou alors voilà, c'est pas si grave, etc. Pardon, c'est une brave fille. Oui, en fait, on n'a pas... De Palma, en fait, n'est pas allé... n'a pas ouvert la porte sur ce qu'il y avait derrière, en fait, c'est cette personne. Mais c'est... Comment dire, encore une fois, c'est peut-être pas le projet du film, justement, d'aller se confronter à la réalité
à l'horreur qui est derrière ça. Enfin, le film ne peut pas tout faire de toute façon. Et il s'intéresse plutôt en fait, à la fabrication de doublures en fait, à partir du réel plutôt que de remonter en fait, dans l'autre sens de manière de documentaire, quoi, si j'ose dire. Mais donc, oui, non, je trouvais ça assez important ouais, de noter ça. Et puis pour finir, en fait, moi je voulais juste réexaminer en fait, le parcours du personnage de Jake. Parce que finalement, c'est un film assez complexe. Bon, je l'ai vu plusieurs fois, comme certains d'entre vous peut-être. Donc, à chaque vision, en fait, on arrive à distinguer les différentes couches de manipulation, de double, etc. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que la trame principale est vraiment calquée sur Vertigo. Après, ce qui est intéressant, ça va être évidemment les variations. Un des trucs les plus intéressants, c'est sans doute que Jake Scully, donc, qui est l'équivalent de Scotty dans Vertigo. Scotty dans Vertigo, c'était James Stewart, bien sûr, c'était un ancien flic. Et donc qui était qui avait le vertige. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc dans le film, il prend en filature une femme qui est Madeleine, et il tombe amoureux. Ensuite, donc elle meurt et il peut pas empêcher sa mort parce que comme il y a le vertige, il peut pas en fait l'empêcher de tomber du haut de la tour. Donc encore c'est un symbolisme sexuel en fait. Il n'arrive pas. Enfin, la tour était un symbole d'érection évidemment, et il n'arrivait pas à aller jusqu'en haut pour la sauver. Et ensuite, il y a une deuxième partie du film, comme dans celui-ci, où il va découvrir une femme qui ressemble à Madeleine. Il va essayer de reconstruire l'image de celle qu'il a adorée, quoi, de celle qu'il a adorée en tant qu'image, hein, de toute façon. Et ce faisant, il va découvrir donc la manipulation dont il a été l'objet, à savoir que Madeleine était une construction. Donc cette image était un piège. Donc là, on est en plein, effectivement, territoire de Palmien, mais dans Vertigo, voilà, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ça se termine par Scotty qui réussit donc à vaincre sa peur de son vertige et à monter donc dans la tour pour arriver à l'endroit d'où s'était jetée Madeleine. Et puis le film se termine sur la mort de Judy, qui était enfin là, je raconte pas très bien, mais qui était en fait le double. Le film se termine d'une manière assez brutale, d'une manière assez moralisante, enfin dans le sens où c'est comme si le film sanctionnait Scotty, lui interdisait, si vous voulez, d'aimer une morte, d'une certaine manière. Parce que, vous vous souvenez, à la fin, l'autre, elle le traite de nécrophile, etc. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la question d'un personnage qui aime une image, en fait. Bon, voilà. En tout cas, revenons donc à Jake, pour le coup, qui est pour le coup un acteur et pas un ancien flic. Et là, ce qui est intéressant, c'est que De Palma nous fait directement rentrer dans le monde du cinéma. Enfin, c'est-à-dire, Vertigo était un film qui était une métaphore du cinéma. Mais là, en fait, on est carrément. C'est un film qui va parler du cinéma, mais qui est carrément aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est le monde des acteurs. Et encore une fois, De Palma part quand même de la réalité. Le monde des acteurs, c'est quelque chose qu'il connaît assez bien, et il décrit en fait les galères en fait d'un acteur qui est pas nul, mais qui est pas non plus super doué, qui ressemble pas à Tom Cruise, etc. Bon. Et son problème, c'est quoi? Effectivement, au début, quand il est dans le sarcophage là, c'est qu'il n'arrive pas à pousser son cri, quoi, en gros. Donc évidemment, encore là, il y a le panneau symbole sexuel, voilà, et il y a vraiment la question de la jouissance en fait qui est associée au cri. Si vous vous souvenez de Blowout, c'était vraiment ça. Il fallait trouver le cri qui alors c'était dans une scène de meurtre, mais bon, de toute façon, comme chez Hitchcock, les deux sont interchangeables, mais il fallait trouver le bon cri pour coller sur la scène de la douche.
Et ce cri, il fallait aller le chercher dans le réel, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le cri de Nancy Allen, voilà, qui ramène en fait dans ce film de série Z. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que De Palma, en fait, va, comment dire, nous montrer le parcours de ce personnage, en fait, d'une façon quand même très très tout est quand même assez explicite, quoi. Je veux dire, d'une certaine manière, tout ce qui était très sous-entendu dans Vertigo est quand même ici montré de manière explicite. Et on a ce personnage d'acteur qui a ce problème d'impuissance, on peut dire, qui n'arrive pas à jouer, ou même si on veut oser le jeu de mots, qui n'arrive pas à jouir finalement, qui va avoir tout ce parcours, toute cette histoire, pour enfin arriver à la fin, si vous vous souvenez, puisqu'on vient de le voir, la séquence finale qui est encore une scène de douche, dans laquelle il arrive sous forme de vampire, et c'est bon, il a ses dents, il peut mordre, il y a pénétration, comment dire, il trouve une forme de sexualité entre guillemets épanouie. Mais évidemment, ce qui est très problématique, c'est que si on analyse bien les choses, il me semble que cette sexualité, en fait, elle s'épanouit uniquement dans le monde du cinéma et de l'image, en fait. On ne le retrouve pas à la fin guéri qui va, je sais pas, draguer une fille dans la rue ou n'importe où. En fait, non. Il est guéri, mais dans le monde de l'image, en fait. Et je trouve ce parcours, au fond, assez terrible, en fait, parce que ce que nous dit De Palma, c'est que son salut, en fait, c'est de quitter le réel d'une certaine manière. C'est-à-dire que tout le parcours du film l'emmène en fait à se déprendre en fait de la réalité. Il y a ce moment à la fin dans dans la tombe qui est très intéressant, je trouve, parce que là on est pareil, on a un moment en fait de délire narratif complet si on essaie vraiment de se rappeler un peu froidement de l'enchaînement des événements, en fait. De Palma est très fort, il nous fait avaler n'importe quoi, mais je veux dire là, il sort de sa maison, le type était dans sa voiture, elle monte dans la voiture, il l'assomme, il va l'enterrer derrière un réservoir, il arrive à la rejoindre, d'un point de vue narratif, c'est incroyable qu'il arrive à faire passer ça, je trouve. Et en parenthèse, De Palma a fait reconstruire en studio une partie du réservoir, l'espèce de canal là, qui coule. Il a fait creuser un studio, ce qui n'avait jamais été fait. En fait, je ne sais plus quoi, il avait fait creuser 4 mètres dans le sol, des trucs. Donc, quand je vous dis que c'est donné les moyens. Et puis la tombe, c'est pareil. En fait, il a dû construire un truc quand même vachement haut pour donner cet effet. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce que je trouve intéressant, c'est le moment, effectivement, où il va être enterré vivant. Il y a l'autre qui est en train de le narguer en haut, il lui dit bah vas-y, t'as qu'à jouer maintenant. Il lui dit you've got to act, et effectivement, act en anglais, il y a une ambivalence sur agir et sur jouer. Et on bascule à nouveau sur le plateau du mauvais film de vampire. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, il n'y a aucune raison de se retrouver là-dedans autre que dans la tête de Jake. Parce que si on se souvient bien, il a été viré. Il n'y a aucune raison qu'il soit réembauché, en fait, si on y pense. Moi, je sais pas, j'ai toujours vu le film en pensant qu'il y avait une continuité. C'est-à-dire que, oui, d'une certaine manière, c'est peut-être un flash-forward, quelque chose que, finalement, il a été réembauché, quoi. Puis à la fin, la scène de la douche, bah oui, il a obtenu à nouveau le rôle, quoi. En fait, pas du tout. Tout ça, c'est vraiment dans sa tête, quoi. Et ça, je trouve assez formidable, c'est qu'il se fait vraiment son film, que ça y est, il est assez fort pour pousser son cri, mais dans le monde du cinéma. C'est pour ça qu'il arrive à se relever, mais il fait pas grand-chose, en fait. Il tient la pelle, et puis c'est le chien qui sort de la voiture. Mais là encore, c'est complètement improbable. C'est vraiment un espèce de Deus ex machina, le truc qui arrive. Alors, on ne comprend pas s'il saute sur Jake, mais il le rate, et en fait, il saute sur Sam Bouchard. Moi, je trouve que ça va assez vite. Bref, on est un peu, de toute façon, je pense, pris de vitesse par ce qui se passe pour vraiment se poser la question sur le moment. Mais en tout cas, il y a cet enchaînement où lui ne fait finalement pas grand-chose dans la réalité, encore une fois.
Et puis après, il y a Holly Body, effectivement, qui lui fait son discours assez drôle en lui disant je vous connais, vous, les pervers nécrophiles, etc. Et en fait, encore une fois, le discours est assez transparent, quoi, sur le fait que comment dire, tu ne peux aimer qu'une femme morte, en fait, c'est-à-dire qu'une image. Et elle dit, moi je suis pas encore assez morte pour toi, et puis elle finit par retomber dans la tombe, etc. Mais c'est assez quand même ironique aussi de la part d'une actrice de film porno, qui est quand même qui représente quand même assez bien, en fait, justement, la déshumanisation, finalement, en fait, de la sexualité, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc mécanique et mort, si on veut, quoi. Comment dire, il y a quand même ce discours au fond derrière tout ça. Je vous disais que un peu comme dans Blowout, ce qu'il raconte, c'est le fait d'aller arracher quelque chose dans le réel, à savoir le cri de Nancy Allen qui se fait agresser, et puis de le coller dans un mauvais film d'horreur, quoi. D'une certaine manière, le parcours est assez similaire pour Jake. Tout va finir, si vous voulez, d'une certaine manière, dans le mauvais film d'horreur, en fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rappeler aussi que, économiquement, aussi bien le film porno VHS que le film d'horreur, c'était quand même parmi les types de films qui rapportaient le plus, quoi, à l'époque. Et donc, je trouve ça assez intéressant que De Palma, quand même, nous montre que c'est ce genre-là, en fait, qui recycle, qui récupère, en fait, qui récupère ce qui vient de la réalité. Les gens comme Jake, effectivement, qui n'arrivent pas, en fait, à composer avec le réel d'une certaine manière, quoi. Si vous vous souvenez, la scène où il est avec son prof de théâtre, qui est très chouette, où il raconte donc effectivement qu'il était... donc c'est probablement l'origine du trauma de claustrophobie, en fait, qu'il est pris derrière le frigo, je crois, ou je sais plus quoi, le congélateur, voilà, et que donc il est oppressé, etc. Et alors, en parenthèse, apparemment, c'était une histoire de perso de Palma. Bon, je sais pas après, mais non, je trouve ça très beau parce que en fait, c'est un personnage qui est de toute façon incapable d'exister dans la réalité, de composer avec, en fait. Il peut s'épanouir que dans la fiction, etc. Et ce que nous dit De Palma, c'est que finalement, voilà, comment dire, c'est aussi un commentaire sur la marchandisation, pardon, du sexe, mais c'est aussi un commentaire sur cette espèce de phénomène de masse, en fait, quand même américain, qui aspire, en fait, finalement la réalité et qui la recycle dans de la mauvaise imagerie de films d'horreur ou de pornographie, ce que vous voulez, tout ça pour faire de l'argent, en fait, hein, au final. C'est quand même c'est le seul truc que le film n'aborde pas tellement, la question de l'argent, pour le coup. Enfin, c'est-à-dire que la question économique derrière ces films-là. Voilà. Bon, enfin, de toute façon, il y avait déjà pas mal à dire, je pense, mais le film n'a pas très très bien marché. Je ne sais même pas s'il est rentré dans ses frais, mais il est devenu culte et c'est un peu comme Scarface, quoi. Au fil des années, il faut vraiment attendre de toute façon l'impasse en 93 pour qu'il y ait une reconnaissance critique qui s'enclenche. Et puis après, les générations cinéphiles, en fait, qui l'ont aimé à l'époque, mais qui étaient trop jeunes pour pouvoir le défendre, sont entre guillemets arrivés au pouvoir et ont changé un peu tout ça. Mais ouais, après il y a ce que je vous disais, c'est que d'une certaine façon c'est quand même un film qui peut-être qui renvoie une image un peu désagréable de l'époque aussi, quoi. Et en parlant de ça, d'ailleurs, le clip de Relax, donc Frankie Goes to Hollywood, devait passer sur MTV à l'époque. Bon, je sais pas pourquoi ils se sont dit que c'était pas une bonne idée, mais non, il a pas passé l'antenne, mais cette séquence est géniale. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en soi, elle est quand même extraordinaire. C'est super drôle et comment dire, c'est une espèce de résumé un petit peu aussi du film avec ce personnage de Benet qui arrive avec son pull là, on dirait un puceau, enfin avec ses lunettes, tout ça. Et puis on plonge dans cette espèce de boîte de nuit, comment dire.
ce lieu de débauche infernale, voilà. Et on arrive avec ce truc de, comment dire, de jeu de miroir finalement, qui est absolument génial, d'abord sur les fesses de Holly Body et ensuite brièvement sur la caméra. Je sais pas si vous avez le temps de voir, en fait on voit l'équipe de tournage. Alors je sais pas si c'était vraiment la caméra de tournage de Palma, enfin bref, mais encore ce truc qui est assez génial aussi de nous renvoyer évidemment à nous en tant que spectateurs, mais encore une fois ce truc super gonflé de commencer à tourner ce qui doit être une scène de film pornographique, et de la faire basculer dans un romantisme échevelé à travers le fantasme du personnage principal, quoi. C'est-à-dire que ça devrait être totalement ridicule et complètement délirant, mais je trouve que De Palma a quand même le chic pour nous faire quand même adhérer, moi je trouve en fait, moi je le trouve quand même assez sympathique, quoi, ce Jake Scully. Je veux dire, je trouve ça quand même assez beau qu'il se retrouve, enfin qu'il est postulé donc pour être acteur porno, pour tourner dans un film porno, juste pour se rapprocher de cette femme qui pense être mêlée à une manipulation, etc. Et que pendant la scène, en fait, il s'imagine retrouver donc Gloria sur la plage. Enfin, le truc est complètement dingue, quoi. Je veux dire, c'est qu'on ne peut pas mêler plus obscène et plus romantique en même temps. Et en même temps, les deux les deux régimes d'image sont totalement factices, et à la fois le régime d'image pornographique et celui de Gloria sur la plage, qui est celui de la publicité, en fait, du papier glacé, ou de Dallas, quoi, ou Dynasty, je sais plus ce que c'était, ou Les Feux de l'amour, c'était Les Feux de l'amour, là. Mais quand même, je trouve que il y a quand même quelque chose, je trouve, de touchant. Voilà, c'est ça, en fait, dans le fait que ce personnage ne se rende pas compte qu'en fait, il est en train de perdre pied, enfin, d'une certaine manière, quoi. Voilà, bon. Mais c'est vrai que finalement, dans le film, bon, on est un petit peu toujours à la limite de l'overdose quand même. Comme on dit, hein, tous les curseurs sont au maximum. Et ce qui maintient le film, c'est cet acteur qui est formidable, en fait, puisqu'il finalement, il joue des rôles, des versions de son rôle, mais c'est bien fait, parce qu'il change de personnage à un moment quand on le voit avec les cheveux en arrière. Quand il arrive en hardeur, là, c'est quand même un grand moment. Et puis à la fin, et encore en vampire, là, on a du mal à voir que c'est lui. Il y a un petit côté Phantom of the Paradise, je trouve, exactement, ça m'a fait penser dans la douche, avec un côté un petit peu efféminé. Mais il joue à la perfection tous ses rôles, et je trouve que c'est ce qui fait tenir, avec cette énorme naïveté qu'il a quand même tout le long. C'est ce qui nous le rend très sympathique, c'est qu'il y a un côté hyper naïf, et finalement, ce qui peut être de l'horreur ou du machin, on est obligé d'en rigoler, parce qu'il est tellement cornichon là devant tous ces trucs-là, que ça nous... Et c'est vrai qu'il y a un bon mélange entre la grosse scène d'horreur avec la perceuse, et on est obligé de rigoler au moment où on voit ces deux jambes avec la perceuse au milieu, alors que c'est là qu'on va se prendre le sang normalement, et on a plus envie de rigoler finalement. Je pense que pour moi, il y a vraiment une superposition en fait du rire et de l'horreur. En fait, là, on est vraiment sur la ligne de crête, quoi. Et je pense que, alors, on peut verser totalement dans l'hilarité, parce que, mais je pense que l'horreur est quand même là, en fait, et que De Palma arrive à faire quand même tenir les deux. Et il y a beaucoup de monde, en fait, qui voit ce film, ce moment, en fait, comme de l'horreur pure, hein, qui voit pas du tout le côté caricatural ou qui n'a pas de distance. Moi, ça m'a plutôt fait marrer, même si c'est celle-là où on finit par alors que c'est pas drôle, mais même on se demande, parce que quand on voit la perceuse, vu le nombre de rebondissements qu'il y a, on se dit on va retrouver l'Indien mort peut-être de l'autre côté, mais c'est ce que j'ai pensé. Parce que je me dis, il y a le fil qui est trop court, je dis il y a un moment elle va bien réussir à se retourner, et c'est lui. Puis bon, le personnage de l'Indien, avec son maillot, super trouvaille, maillot avec des petites mailles, la machin, enfin c'est pas pourquoi il est... Enfin bon, ça rajoute un côté délire un peu rigolo, quoi, c'est ça. Mais encore une fois, c'est de toute façon, alors déjà il y a un côté dédoublement de Jake, parce que comme si c'était une projection de lui-même, mais en version super virile, quoi, parce qu'il y a quand même ça. De Palma disait j'ai pris un Indien, alors parce qu'à un moment donné il devait monter tout en haut d'une tour, la réparer une parabole, je sais pas quoi,
et soi-disant, les Indiens n'ont pas peur du vide. Enfin, bon, ça me paraissait pas si haut que ça. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Et puis l'autre raison qui est, je trouve, beaucoup plus intéressante, c'est effectivement, d'après lui, voilà, l'Indien incarne quand même une forme de virilité aux États-Unis, et a une image de virilité. Et donc ça peut être à la fois donc une projection de Jake, notamment au début quand on est dans le Rodeo Collection là, parce que ce personnage en fait arrive dans le plan un peu, c'est très bizarre en fait, il arrive à chaque fois que Jake regarde, c'est un truc évidemment qu'il y a déjà la manipulation qui se met en place, mais il y a aussi, c'est comme dans Blowout en fait, on peut lire le film comme étant une projection complète fantasmagorique du personnage de Jack, de Travolta, quoi. Mais donc oui, et donc il y a ce côté presque grotesque de l'Indien, effectivement, qui est une super trouvaille, parce que encore une fois, oui, comme tu dis, c'est too much. Il y a ce visage en fait qui est complètement ravagé, avec les dents en métal, machin. Le moment où l'ascenseur s'ouvre et on le voit, je dis mais non, c'est pas possible. Mais en fait, même les gens dans l'ascenseur rigolent. Et donc en fait, d'une certaine manière, Jake ne se rend même pas compte que les gens en fait se marrent tellement en fait on est dans une farce. Et la tête qu'il fait lui dans le, c'est rigolo quoi. Il est dans son sarcophage là, dans l'ascenseur, donc ça va pas du tout. Mais la situation est super drôle et en même temps pathétique. De toute façon, enfin il y a les deux à la fois. Pour moi, c'est vraiment ce génie de faire tenir ensemble les deux quoi. Parce que de toute façon. Un bon film, enfin, De Palma ferait pas des films intéressants, je pense, s'il n'arrivait pas à faire tenir les deux ensemble, quoi. Si c'était que de la parodie ou de la caricature, etc., je pense que ça marcherait pas. Et si c'était que du spectaculaire premier degré, ça serait dégueulasse, quoi. Effectivement, si la scène s'arrêtait sur l'Indien qui tue la fille avec la perceuse, avec le plan horrible là, on pourrait s'arrêter là-dessus. Et là, ça serait véritablement dégueulasse, parce que effectivement, on aurait été purement voyeur, avec une espèce de jouissance en fait de film d'horreur de bas étage. Mais justement, la scène s'arrête pas là, on va de l'autre côté. Et là, il nous montre ce qu'il y a derrière, quoi. Et pour moi, c'est ça le génie de Palma. Et vous pouvez clairement identifier, à mon avis, à partir de là, voilà, un mauvais film d'horreur, le distinguer d'un bon De Palma, je pense. Mais voilà. Ça, par contre, à contrario, dans Pulsion, dans la scène de l'ascenseur, du meurtre dans l'ascenseur, là, il y va franco. Oui, c'est vrai. Ça gicle, il y a du sang partout. Oui, tout à fait. Là, le meurtre, on l'a vraiment en direct sous les yeux. Oui, c'est vrai, sauf que, encore une fois, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le témoin, c'est-à-dire il y a Nancy Allen. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, je suis d'accord. Mais c'est comme dans Psychose, en fait. S'il y avait que la scène du meurtre, qui en soi très impressionnante, spectaculaire et tout, mais s'il y avait que ça, ça s'arrête pas là. C'est qu'après on passe genre un quart d'heure avec Norman Bates qui vient nettoyer, etc. Enfin, il y a tout ce travail qui est fait derrière. Encore une fois, voilà, c'est le prolongement de la scène qui est intéressant. Enfin, je pense. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que il a tourné quand même un très très bon film. Et peut-être je dis un mot dessus. C'est un film de guerre sur la guerre du Vietnam qui s'appelle Outrage, Casualties of War en anglais, qui date de 89 avec Michael J. Fox et Sean Penn, voilà. Et qui est un film assez extraordinaire et qui est assez singulier, je trouve, dans la filmographie de Palma. Oui, parce que donc ça raconte l'histoire d'un peloton en fait de soldats au Vietnam qui à un moment donné se retrouvent perdus dans la jungle, je sais pas quoi. Enfin bref, ils arrivent dans un village, ils chopent une jeune femme et puis ils la violent, sauf un des soldats en fait qui est contre cet acte odieux, mais qui ne peut pas l'empêcher. C'est Michael J. Fox. Et puis de l'autre côté, il y a Sean Penn qui emmène la troupe des autres gars. Et c'est une histoire qui est une histoire vraie. Vous allez me dire, il y en a eu des comme ça au Vietnam, mais celle-là, en tout cas, a été racontée par un soldat qui ensuite a dénoncé justement ses camarades. Et donc pourquoi je vous raconte ça ? Oui, parce qu'en fait, c'est un film justement qui essaie de se confronter au réel. Et c'est un film qui est très dur et qui est très, très étonnant chez De Palma, parce qu'il y a quand même cette démarche. Oui, de se confronter à quelque chose, pour le coup, qui n'est pas un délire, quoi. C'est vraiment un vrai viol qui est vraiment arrivé. C'est la guerre du Vietnam.
Et donc il montre ce meurtre, en fait, enfin ce viol, pardon, dans toute son horreur, et ensuite la dénonciation. Après, en 2017, il a fait une masterclass à la Cinémathèque de Palma. On peut la voir en ligne, vous pouvez la voir sur YouTube. Et il a choisi de montrer, en fait, Casualties of War. C'est le film qu'il a choisi de montrer pour parler de son travail. Et c'est un choix qui est tout à fait étonnant, parce qu'on serait attendu à toute autre chose de sa part. Je sais pas, ça aurait pu être Body Double ou sans doute Blood, qui aurait été le choix normalement évident. Et non, il a choisi celui-là. Et au moment, en fait, où les lumières se rallument, et donc il s'installe sur scène, et l'animateur Bernard Ménoniel lui demande, voilà, mais pourquoi en fait vous avez choisi de nous montrer Casualties of War, et là De Palma fond en larmes, en fait. C'est un truc incroyable. Il dit, excusez-moi, en fait, alors bon, peut-être que c'était pas, il y avait peut-être d'autres choses en fait qui l'ont ému à ce moment-là, mais en fait non, il dit que pour lui c'était très très dur de revoir ce film, en fait, parce que c'était comment dire ça, il était trop sensible, en fait, à ce sentiment d'impuissance, en fait, que ressent le personnage de Michael J. Fox, qui ne peut pas empêcher l'horreur de se produire, en fait. Donc c'est quelque chose en tout cas d'un sentiment très très fort, très violent chez lui, et je trouve ça intéressant de le noter, voilà, par rapport à un film comme Body Double, justement, qui explore toujours la question de l'impuissance, mais justement ce rapport au réel qui serait plutôt pour le coup dans la fuite. Mais De Palma a parfaitement conscience de cette trajectoire qui amène le personnage à quitter le réel, parce qu'il ne peut pas finalement le gérer, quoi. Voilà. Bon, non, mais je crois que la nuit est bien avancée. En tout cas, merci beaucoup. Et puis donc là, je crois que c'est dans pas très très longtemps, 2-3 semaines, où on aura donc Carlitos Way, voilà, qui sera alors non pas un retour au film de gangster exactement, mais plutôt un retour à Al Pacino, parce que c'est Al Pacino qui a amené le scénario, qui a amené le projet. Mais c'est plutôt un film noir, voilà. Et je l'ai programmé en fait en fin de cycle parce que je trouve qu'il peut servir un petit peu de bilan d'une certaine manière à la meilleure partie de la carrière de Palma, quoi. Voilà. Eh bien, merci à tous et bonne soirée.